celui de l'année dernière. Donc, ceci dit, je me rappelle très bien, je vous ai envoyé le TD que nous avons fait la dernière fois et je vous ai envoyé un document qui parle des différences entre les différents statuts juridiques. Madame, Voilà. modifiez بعد le 18 février. Hein? Modifiez بعد le 18 février. Sur les bases 18 février, j'ai pas Chapitre compris. 1. Modifiez Hey, j'ai pas envoyé le chapitre 1. Je vous ai dit, je me rappelle pas l'avoir fait, je vais vous envoyer le chapitre 1. Parce que si vous avez le chapitre 1, c'est sûrement... Madame, هو مكتوب اللي انت قريت. عندكم هذا الجمعة اللي الشابيتر. فاتت مدام. le 18 الجمعة اللي février فاتت. حطيته لنا. Modifié par Bengamra Imen et انت madame. Oui, non, oui, je me rappelle pas l'avoir fait. Peut-être que je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. Je vais vous envoyer avec la nouvelle version. Pas grave. Ce que vous avez reçu, c'est pour la première partie. Cette deuxième partie que nous allons traiter aujourd'hui, la gestion de l'entreprise, elle a été modifiée, légèrement modifiée. Voilà, c'est juste ça. Je vais vous envoyer avec les modifications. Ben. Alors, on va commencer. Ben. Donc, on va parler de la gestion de l'entreprise. Définition de la gestion, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire gérer? Alors, c'est l'action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. Ça, c'est la définition de Larousse. Ça veut dire organiser, diriger quelque chose. La définition selon le plan comptable général, c'est celle-là. Mise en œuvre des ressources de l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés, tels que chiffre d'affaires, part de marché, dans le cadre d'une politique déterminée. Ça veut dire l'entreprise, pour la gestion, pour pouvoir gérer une entreprise, il faut avoir des ressources et disposer, mettre en œuvre ces ressources pour atteindre les objectifs qui sont préalablement fixés. C'est-à-dire, il faut fixer les objectifs. Et puis, on a dit les objectifs tels que chiffre d'affaires, part de marché, dans le cadre d'une politique déterminée. Ça veut dire dans le cadre d'une stratégie. Donc, on fixe des objectifs selon notre stratégie et puis utiliser les ressources de l'entreprise pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est la gestion, la définition de la gestion. Donc, la gestion se constitue donc de 3 étapes clés qu'il convient de respecter pour assurer son efficacité. Fixer les objectifs et prévoir les actions pour les atteindre, c'est la planification. Donc, on fixe des objectifs et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir les moyens et les actions à mettre en place pour les atteindre. Mesurer l'efficacité des actions réalisées par le contrôle de points clés généralement chiffrés. Alors, la mesure de l'efficacité des actions, c'est dans le cadre de contrôler, c'est le contrôle, pour pouvoir corriger si nécessaire au fur et à mesure. Réagir face aux imprévus et prendre les mesures correctives nécessaires pour maintenir le cap et atteindre les objectifs fixés. Donc, il faut fixer les objectifs, il faut pouvoir les mesurer selon des indicateurs de mesure et puis corriger s'il y a un écart entre les réalisations et ce qui a été prévu comme objectif. Donc, il faut corriger ces écarts et trouver les moyens pour rectifier et atteindre les objectifs. Donc, cela nous amène à définir les fonctions de gestion. Alors, combien de fonctions de gestion? Je ne sais pas si vous avez une idée sur les fonctions de gestion, combien est-ce que les fonctions de gestion? Non, madame. Non, vous ne connaissez pas les fonctions. Très bien. Donc, les principales fonctions de gestion sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Donc, ce sont les fonctions de gestion connues qu'on va voir une par une. Donc, la planification, l'organisation
la direction et le contrôle. Bien entendu, chaque entreprise va assurer ses fonctions selon la manière qui correspond à sa taille, qui correspond au marché, qui correspond aux objectifs. Et bien sûr, on ne trouve pas donc la même façon de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler les entreprises. Chaque entreprise, elle diffère dans ses fonctions de gestion, comme j'ai dit, selon les objectifs, selon la taille, selon l'effectif qui y travaille, selon les ressources aussi. Madame, Donc, oui, مادام في أنا سلايد أنتي خاطر نحن ذولي بارتاج واقف. oui. Mhm. مادام احنا من قبيليك في سلايد 27 ما عادش كنتي قدمت ولا سي بون. سي بون عاد. Alors, c'est bon? Ben, Oui, c'est bon. أنا في 30. توا ولات 30 مادام ما كانتش. كانتش ben, donc les fonctions de gestion sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Voilà. Dites-moi s'il y a quelques anomalies, vous me prévenez. Ben, on va commencer par la planification. Je vous préviens qu'il y a des choses que je vais vous dire oralement. Vous devez prendre note parce qu'ils ne sont pas ni sur les diapos ni dans le cours. Donc, je compte sur votre, on va dire, présence pour capter ce que je dis oralement. Donc, la planification se définit comme le processus par lequel le gestionnaire fixe les objectifs à atteindre et dresse une liste de travail menée à la réalisation. Donc, on va dire que le gestionnaire, il va fixer les objectifs à atteindre. Donc, les objectifs à atteindre doivent se fixer, mais pas n'importe comment. Il y a une manière de fixer les objectifs. Alors, un objectif, il doit être comment? Réalisable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui, réalisable. Et quoi d'autre? مش سهل برشا باش ترياليزيه. Pas seulement réel. Est-ce que vous connaissez la... Hein? Est-ce que vous connaissez la notion SMART? Objectif SMART. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette notion d'objectif SMART? Non. Non. Donc, un objectif doit être SMART. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, objectif SMART? Objectif. Donc, en fait, c'est l'abréviation. Donc, les lettres SMART, c'est une abréviation de certains mots, des adjectifs par rapport aux objectifs. Il y a le terme réalisable. Le R désigne réalisable. Mais que désigne le S, le M, le A, le T? Alors, SMART, ça veut dire quoi? Un objectif SMART. S comme... Stable. Spécifique. Spécifique plutôt que stable. Donc, spécifique, un objectif spécifique. Spécifique, bien clair, bien précis, spécifié par rapport à quelque chose bien déterminé, par exemple les ventes, en termes de chiffre d'affaires ou en quantité produite. Objectif en termes de marché, en termes de marché, ça veut dire en termes de zone géographique dans laquelle, par exemple, sera vendu le produit. Objectif en termes de augmentation de capital
Donc, les différentes doivent être bien spécifiques par rapport à l'activité à laquelle ils s'attachent. Bien clair. Il ne faut pas qu'il soit flou. Ben, mesurable, M pour mesurable. L'objectif, quand il est défini, il faut qu'il soit défini de façon mesurable. Ça veut dire, si je veux augmenter les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, il ne faut pas que je dise je dois augmenter le chiffre d'affaires comme objectif. Je ne peux pas le Madame, définir ainsi, mais il faut que Madame, augmentation de combien de ventes d'affaires pour désigner quoi? Madame, Qui peut me dire le A pour désigner quoi? quelle source de trace mesurable? مادام صوت القص ما سمعنيش قلت من الآخر. ملي Alors, j'ai dit le chiffre d'affaires. mesurable. Mesurable. Ah, d'accord, mesurable. Alors, il faut quand on spécifie augmentation des ventes, on précise de combien, pour que ça soit mesurable, pour savoir si on a bien réalisé l'objectif. Donc, il faut dire, est-ce qu'on veut augmenter le chiffre d'affaires de 30%, de 40%, 50%, doubler, tripler? Donc, il faut que ça soit bien mesurable. D'accord? Objectif mesurable. A pour... Acceptable. A pour dire... accessible. Non. A pour dire atteignable. Atteignable, ça veut dire on arrive à l'atteindre, quelque chose d'atteignable. Parce qu'un objectif, en fait, qui est inatteignable est décourageant, démotivant. D'accord? Si on dit tripler le chiffre d'affaires, si on ne compte pas les ressources, que ce soit ressources humaines, financières ou autres ressources, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Donc, c'est démotivant pour les ressources humaines qui vont travailler sur cet objectif, sur la réalisation de cet objectif, de savoir que c'est un objectif inatteignable. Donc, un objectif doit être atteignable. Après, le R pour dire... Réaliste. Oui, réaliste ou réalisable. Réalisable, donc, c'est-à-dire... alors, atteignable, c'est par rapport... En fait, il y a une ressource. Hein? Comment? Il y a une ressemblance entre le atteignable et le réalisable. Atteignable, mais la différence réside dans le fait que atteignable, c'est par rapport aux ressources dont dispose l'entreprise. Réalisable, c'est par rapport à la situation de l'entreprise dans son environnement. Est-ce que, par exemple, dans la conjoncture politique dans laquelle, ou économique dans laquelle vit, c'est-à-dire dans l'environnement d'une entreprise qui est subie par une entreprise dans sa situation, est-ce qu'elle lui permet de réaliser tel ou tel objectif? La situation donc, de l'entreprise, est-ce qu'elle lui permet de réaliser tel ou tel objectif? Donc, le réalisable, c'est par rapport à la situation de l'entreprise. La situation aussi par rapport à la concurrence. Est-ce qu'elle a un faible part de marché et elle est sur un marché où il y a des leaders et des entreprises, grandes entreprises qui se partagent le marché, elle n'a qu'une seule petite part de marché et elle espère
augmenter ou tripler ou je ne sais pas, quelque chose donc, dans l'augmentation, parce que la part de marché, elle est liée au chiffre d'affaires, aux ventes. Donc, chercher à augmenter les ventes, augmenter la part de marché, sans que la situation lui permette de le réaliser. Donc, ce n'est pas réalisable. Et le T, Temps. le T alors, Temporel. c'est temporellement défini. Temporellement défini, ça veut dire délimité par un temps. Il ne faut pas dire on veut augmenter de 30% le chiffre d'affaires et c'est tout. Il faut définir pendant combien de temps, cette année, 2 années, pendant l'année en cours, pendant 2 ans, au cours de 2 ans, 3 ans, 6 mois. Il faut définir dans le temps. Pour tout ça, pourquoi? Pour pouvoir évaluer le degré de réalisation de ces objectifs-là, pour pouvoir contrôler la réalisation de ces objectifs. D'accord? Donc, quand on définit les objectifs, il faut les définir, les objectifs SMART. D'accord? D'accord? Qui vont permettre aussi de donner une liste de travail. Comment? juste حبيت نسألك إذا كان l'objectif معناه temporel وإحنا on définit la durée اللي باش نخدموا عليها une fois معناها les objectifs نتاعنا عملناهم وكل تولي وقتها l'entreprise elle redéfinit de nouveau d'autres objectifs fixés معناها. Alors, la planification, elle se fait par rapport à une certaine période. On va planifier, c'est-à-dire mettre des objectifs et la stratégie pour atteindre ces objectifs. Donc, définir les objectifs pour une période donnée. Après, bien entendu, il y aura des actions menées pour réaliser ces objectifs. Une fois atteints, on va dresser une autre liste d'objectifs. Mais il faut limiter le temps pour combien de périodes afin de voir est-ce qu'ils ont été réalisés ou pas pour pouvoir contrôler la réalisation et s'il y a lieu de changer les objectifs. En fait, une fois atteint, on va mettre en place, bien entendu, d'autres objectifs. C'est un truc qui se fait de façon c'est-à-dire périodique. Définir donc les objectifs et la stratégie, comment les atteindre et les actions à mettre en place pour la réalisation des objectifs. Alors, les objectifs, quand ils sont mis en place, on a dit qu'ils doivent être smart. Et pour qu'ils soient smart, ils doivent être adaptés aux ressources de l'entreprise. Ils doivent être adaptés à l'environnement, à la situation de l'entreprise dans son environnement. Parce que l'entreprise, elle est influencée par les différents facteurs d'environnement. L'entreprise aussi ne peut pas se permettre de fixer des objectifs qui sont irréalisables et non atteignables. Donc, il faut qu'elle fasse un bon diagnostic interne et externe. Il faut qu'elle sache bien comment évaluer sa situation interne. N'est-ce pas? À partir de là, on pourrait mettre en place une stratégie. D'accord? Donc, pour pouvoir mettre une stratégie, il faut qu'elle fasse un diagnostic interne et externe. À votre avis, un diagnostic interne, il va lui permettre de relever quoi? De connaître quoi? les ressources humaines تاعها و les ressources معناها matérielles اللي عندها. Oui, connaître ses ressources humaines et matérielles. Oui, et détecter aussi s'il y a des forces et des faiblesses. Des faiblesses, oui. D'accord? Des forces et des faiblesses. Donc, bien entendu, il faut bien faire un bon diagnostic des forces et des faiblesses à l'intérieur de l'entreprise.
Donc, cette étape de fixation, de planification, elle est importante puisqu'elle permet aux gestionnaires d'évaluer les faiblesses et les forces de l'entreprise afin d'améliorer la situation. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut évaluer, savoir comment évaluer les faiblesses et les forces. Les faiblesses et les forces peuvent se situer au niveau des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Il peut avoir des forces et des faiblesses au niveau de la communication, par exemple, au niveau de la direction, au niveau de l'organisation, du partage des rôles, des responsabilités, au niveau de la formation et des compétences des ressources humaines, par exemple, au niveau des faiblesses, au niveau, par exemple, des conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, il faut savoir détecter les forces et les faiblesses de l'entreprise afin d'évaluer la situation, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer cette situation. Analyser l'impact des facteurs ambiants tels que les environnements. Donc, il ne faut pas se limiter à la connaissance des faiblesses et des forces de l'entreprise, mais il faut aussi prendre en considération l'environnement, parce que si on veut mettre en place des objectifs et une stratégie, il faut qu'on sache est-ce que notre stratégie est applicable dans un environnement comme l'environnement de notre entreprise. L'environnement, en fait, on parle d'un environnement PESTEL. PESTEL, P-E-S-T-E-L. PESTEL, c'est donc un terme pour des abréviations des différents environnements dans lesquels se trouve l'entreprise et qui influencent. Alors, PESTEL. Le P, c'est pour parler de l'environnement PO. Vous êtes avec moi? Oui, madame. Oui, madame. Vous écoutez? Alors, PESTEL pour désigner. Alors, P pour désigner quel environnement? Politique. Politique. E. E. Économique. S. Social. Social. T. T. Technologie. Technologique. E. Un autre E. Écologique. Oui. L. Légal. Légal. Voilà, donc ça veut dire juridique, les lois. Donc l'entreprise, elle est influencée par cet environnement. Et si elle veut définir une stratégie par exemple, de exporter le produit ou vendre le produit à l'échelle internationale, sur d'autres marchés géographiquement différents, ou bien, on va dire, augmenter le domaine d'activité stratégique, ne pas fabriquer uniquement un produit. Par exemple, il y a des entreprises qui fabriquent des produits alimentaires, mais qui ont diversifié leur domaine d'activité stratégique en intégrant d'autres activités pour des produits qui ne sont pas alimentaires, peut-être des robots de cuisine qui peuvent être vendus de la même marque, par exemple, ou bien au lieu de fabriquer comme par exemple Délice qui fabrique maintenant d'autres produits elle a fabriqué au début les produits laitiers, le lait, les yaourts. Maintenant, elle a changé d'activité. Bon, elle a ajouté l'eau minérale dans son activité.
D'accord, elle a diversifié les produits offerts. Donc, si on a une stratégie de diversification de produits ou de diversification de marché, ça se fait en tenant compte de la situation de l'environnement environnemental de l'entreprise. Donc, on tient compte de l'environnement économique, politique, social, technologique, éthique, légal de l'entreprise. Donc, pour bien étudier cet environnement, on l'étudie non pas pour évaluer les faiblesses et les forces, parce que les faiblesses et les forces, c'est dans l'entreprise. Mais comment on appelle cette évaluation, elle nous mène à détecter quoi dans cet environnement? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet environnement? Qu'est-ce qui pourrait intéresser l'entreprise si elle fait un diagnostic externe pour évaluer l'environnement? Les besoins, madame, des clients. Besoins non satisfaits, par exemple. Ils veulent le produit, ils désirent le produit, ils ont un besoin de ce produit et c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, si on détecte cette information dans l'environnement, on l'appelle une opportunité. D'accord? Donc, c'est une opportunité. Donc, dans l'environnement économique, environnement social, environnement politique, écologique. Donc, dans l'environnement de façon générale, il y a des opportunités. Des opportunités. Ça veut dire on peut trouver un moyen d'être plus compétitif, d'améliorer les ventes, par exemple, le fait de trouver un partenaire important, faire un partenariat, ça peut être une opportunité détectée dans l'environnement de l'entreprise. Un marché, augmenter le marché auquel est destiné le produit parce que on se rend compte que on a besoin de notre produit et on demande le produit dans une zone géographique dans laquelle on ne pensait pas vendre le produit, par exemple. Ça, c'est une opportunité. La situation peut-être politique qui va s'améliorer et que peut-être la situation économique qui s'améliorera et le pouvoir d'achat. Il faut penser à rendre notre produit plus, c'est-à-dire haut de gamme. Donc, on peut penser à des opportunités à partir des informations détectées dans l'environnement de l'entreprise. À la place des opportunités, c'est-à-dire contrairement aux opportunités, on peut détecter comme dans l'entreprise, on parle de force et de faiblesse. Dans l'environnement, on peut détecter des opportunités, comme on peut détecter des Vous savez pas? Difficulté? Alors, la matrice SWOT, ça vous dit quelque chose? Des difficultés, mais appelées comment? Vous connaissez la matrice SWOT? Non, madame. Non, madame. Matrice SWOT. Dans la matrice SWOT, matrice, vous savez ce que c'est qu'une matrice. Donc, il y a la première ligne, c'est pour désigner donc c'est-à-dire la partie interne qui concerne l'entreprise avec les forces et les faiblesses. SWOT, ça veut dire strength et weakness. SWOT. Après, il y a opportunité en anglais et menace en français. Ça veut dire en anglais threatness. Non, threats.
Bon, bref, en français, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, ce qui dit faiblesse à l'intérieur de l'entreprise, mais dans l'environnement, on parle de menace. Menace qui peut être due à un environnement politique instable, un environnement économique en récession, baisse de l'économie dans un pays donné, un environnement social qui n'est pas stable, n'est pas propice au développement des entreprises. D'accord? Donc, il faut dresser cette matrice où on trouve les forces et les faiblesses en interne, de façon interne à l'entreprise, et opportunités et menaces en ce qui concerne l'environnement externe de l'entreprise. Est-ce que vous avez compris jusque-là? J'espère que vous avez pris note parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas dans les diapos ni dans le cours. Ben, très bien. Donc, finalement, la planification détermine... Oui. Madame, pourquoi c'est une matrice? ولا شنية منعرفش. Matrice. Alors, pourquoi c'est une matrice? Parce que quand on met les forces et les faiblesses de l'entreprise avec les menaces et les opportunités qui se trouvent dans l'environnement, c'est une manière de visualiser ce qui est important, c'est-à-dire ce qui est bien pour l'entreprise, qui représente une force. Et avec ce qu'il y a comme opportunité, est-ce qu'on peut utiliser la force de l'entreprise et une opportunité dans l'environnement pour pouvoir mettre en place une stratégie adaptée pour pouvoir bénéficier de cette opportunité? On tient compte de nos faiblesses pour savoir est-ce qu'on peut saisir une opportunité. Une menace, elle peut, avec notre faiblesse, aggraver donc cette faiblesse, comme on peut détecter la menace et on peut utiliser nos forces afin de ne pas subir cette menace, limiter l'effet négatif de cette menace. Donc, sur le plan visuel, on les met ensemble dans une matrice. C'est pour ça qu'on utilise cette matrice. Parce que vous allez trouver pour un diagnostic fait pour une entreprise que ces informations, ils sont regroupées dans ce tableau-là où on trouve en haut la partie force et faiblesse et en bas opportunités et menaces. Et d'une manière, donc, cette matrice, elle permet de visualiser d'une manière claire ces différents éléments. D'accord? Donc, finalement, oui. C'est bon, c'est clair. Claire, ben, la planification détermine les moyens à utiliser pour atteindre les objectifs. Bien entendu, en prenant compte des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Donc, on fixe les objectifs et on met en place la stratégie, comment atteindre ces objectifs-là. Les actions à mettre en place. Voilà, donc on va passer au diapo suivant. L'organisation. Donc, si vous vous rappelez bien, on a parlé de 4 fonctions de gestion dans l'entreprise. La planification. Maintenant, on va passer à l'organisation. L'organisation consiste à définir la composition des groupes de travail et à coordonner leurs activités. Donc, on va organiser quoi? Les différentes tâches. Le plan de travail. Organiser le travail en fonction de... En fonction de quoi on organise le travail?
En fonction, et les ressources humaines. en fonction des ressources humaines. C'est-à-dire le travail sera partagé, divisé, on va dire les responsabilités et les rôles seront répartis en fonction de la spécialité des ressources humaines. Définir les équipes qui vont travailler sur le marketing, les équipes qui vont travailler sur la production, sur la finance, sur la comptabilité, sur les ressources humaines, sur les différentes activités au sein de l'entreprise. D'accord? Donc les groupes, il faut définir les groupes de travail, coordonner leur activité. D'accord? Et comment ils vont communiquer ensemble afin de réaliser les objectifs. D'accord? C'est ça l'organisation. Donc, cette étape consiste à ce que les membres communiquent de façon efficace en vue d'assurer de bonnes relations de travail. D'accord? Par exemple, une bonne communication au sein d'une entreprise peut être une force. Et comme on a dit dans la définition et en faisant un diagnostic interne, on peut constater que la communication fluide, une bonne communication, une bonne relation entre les différents collègues et les différentes équipes de travail, collaborateurs, entre le niveau hiérarchique et ses subordonnés, peut être un point fort, comme une faiblesse. D'accord? Par exemple, la multiplication des niveaux hiérarchiques et que chaque niveau doit faire un rapport à son supérieur, ça peut alourdir la prise de décision, ça peut alourdir les actions à mener lors d'un projet bien défini, etc. Rendre la communication moins fluide, ça peut être une faiblesse. Donc, l'organisation, c'est pour définir les groupes de travail, les personnes affectées dans les groupes de travail, la communication à mettre en place au sein de ces groupes et avec les autres groupes. Pour encourager et motiver les individus, le gestionnaire doit déléguer une partie de son pouvoir et responsabilité aux autres, donc selon les spécialités de chaque équipe, chaque personne, on peut leur déléguer les responsabilités. On parle maintenant de la structure organisationnelle. Donc, l'entreprise, elle choisit sa structure, elle a sa propre structure en fonction de ses objectifs, bien entendu. Donc, le cadre hiérarchique qui définit la division interne du travail, c'est la structure organisationnelle, c'est-à-dire comment on définit les différents niveaux hiérarchiques, un directeur général, un sous-directeur, un chef d'usine, un chef de département, etc. C'est le cadre hiérarchique. Donc, il reflète quoi? Il reflète la division interne du travail. Donc, une structure organisationnelle, elle sert à structurer une entreprise en fonction de ses objectifs propres. Donc, dans une entreprise, deux entreprises ne partagent pas la même structure organisationnelle parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes ressources aussi. Ça permet de clarifier les points suivants. Quelles sont les fonctions et les départements qui existent dans l'entreprise? Donc, ça, c'est dans la structure. Elle définit les fonctions, les départements. De quelles responsabilités dispose-t-il? Il faut définir aussi les responsabilités. Comment le réseau de relations est-il structuré? Comment la communication va passer? Et à quoi ressemble donc la hiérarchie d'information et de commande? La hiérarchie d'information et de commande, c'est-à-dire quand on a une décision, comment on va la prendre et avertir les différents subordonnés de la décision. Comment ils vont donc envoyer des rapports pour le travail accompli au sein d'un projet. Donc ça, c'est l'information et les commandes. Comment ils vont circuler. Donc la structure organisationnelle, c'est elle qui va définir les responsabilités, le réseau de relations, la hiérarchie, etc. Et voilà un exemple, donc, parce que la structure organisationnelle, quand elle est définie, elle est récapitulée visuellement dans un organigramme.
Et ça, c'est un exemple d'organigramme. On voit la direction générale au sommet. Il y a aussi la secrétariat général attaché à la direction. Et puis, on trouve des directions, différentes directions. Dans cet exemple, il y a 3 directions, commerciales, techniques, administratives. Et, oui, البارتاج ويوقف في البلانيفيكاسيون. ben, alors, s'il y a un décalage, il faut me prévenir à l'avance afin que je puisse corriger ou rectifier. Donc, vous n'étiez pas en train de suivre, malheureusement. مادام انت كي تحط Visuellement, ديابوراما vous n'étiez pas. Comment? مادام ذلك كي تحط ديابوراما يولي ما عادش يجينا احنا يولي يقعد واحد. Ben, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes où maintenant? مادام احنا نفس Hein? 31. كي تحل لي ديابو من غير ما تحطهم بلان ايكران خليهم كيكا معناها عادي باش نجمو نشوفوهم. هيك مادام هيك معناتها من غير ما تكبريها مريقله هيك. Ça va. Ben, vous me dites, hein, au fur et à mesure, il faut me dire, parce que j'ai cru que vous étiez en train de suivre avec moi. D'accord? Donc, ça, c'est l'organisation. Oui. في الكور اللي ديجا موجودة على تيمز ما مش موجودين السلايدز اللي معناها فيها الشيما هذيك كل يقف في سلايد 33 دونك نورمالمون اللي موجود على تيمز هو القديم. وبتبعثي لنا جديد مدام. Alors, comment ça, du coup? Je ne l'ai pas envoyé des diaporamas, des diapos. Je ne les ai pas envoyés. Ils s'enregistrent automatiquement. Quand je partage comme ça avec vous, ils s'enregistrent automatiquement. ليه madame. Mes diapos, je ne les ai pas envoyés. Ah, tout m'a خديتوهم. بون مش مشكل بعديك كان تحب ولي ابعث لنا الكور هذايا مع بعضنا. انا بعثت لنا كي وقتها بعثت لنا تي دي بعثت لنا مع شابيتر 1 بالغلط اما وقتها فيرسيون قديمه هذه فيرسيون جديده معناتها هبطها لنا بعد كي تكمل وكهو. اي مادام ديجا ما فيهاش الدياجرام هذايا وما ثماش ويحبس في 33 اللي بعثتيه لنا انت. Bon, je vous ai envoyé. أنا بعثت لكم TD بعثت لكم la comparaison entre les différences entre les différents statuts juridiques. Diapos, mes diapos, je ne les ai pas envoyés, sauf si vous vous êtes procuré autrement, je ne sais pas comment. Je ne vous ai pas envoyé mes diapos. D'ailleurs, comme vous voyez, je modifie mes diapos maintenant. Pourquoi vous envoyez un cours que je n'ai pas encore fait et que c'est prévu pour cette séance. Donc, vous suivez avec moi. Je n'envoie pas mes diapos, mais je vais vous envoyer le chapitre qui est sur Word, le chapitre 1 avec les modifications. Parce que vous avez, si je bien compris, le chapitre 1 format Word, mais qui n'est pas actualisé. Donc, je vais vous envoyer le chapitre actualisé. Ben, vous êtes en train de suivre avec moi. Diapo 33. Vous voyez l'organigramme. D'accord. Donc, comme j'ai dit, la structure organisationnelle définit les niveaux hiérarchiques. Elle définit les fonctions. D'accord. Il y a ici fonctions commerciales, techniques et administratives, assurée par ces directions-là. Elle définit aussi, par exemple, dans chaque direction, qu'est-ce qu'on trouve? Vente suisse, vente export, pour la direction technique, études, fabrication, pour la direction administrative, il y a l'achat, le personnel. Donc, définit donc les différentes équipes de travail
les rôles de chacun, les relations entre les différents niveaux hiérarchiques, etc. Donc, c'est une récapitulation visuelle. L'organigramme est une récapitulation visuelle de la structure organisationnelle. L'entreprise, elle définit sa structure organisationnelle en fonction des objectifs. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez la direction maintenant? Diapo 34. Est-ce que vous êtes Oui, madame. C'est bon. avec moi? Très bien. La direction. Donc, une fois que le gestionnaire décide le chemin que l'entreprise suivra afin de réaliser ses objectifs, il doit diriger les équipes de travail. Donc, on a parlé de définition d'objectifs. Maintenant, il faut savoir diriger les équipes de travail, c'est-à-dire diriger les personnes avec qui je travaille pour pouvoir, ou qui travaillent sous ma direction. Je suis par exemple directeur commercial, directeur technique, directeur administratif. Donc, j'ai des personnes, collaborateurs subordonnés, les personnes avec qui je travaille, je dois savoir les diriger. Les diriger pour arriver aux résultats voulus, aux objectifs. Donc, un gestionnaire efficace, il va motiver ses employés à travailler pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, parfois, on trouve qu'il y a des gestionnaires qui savent motiver, qui savent pousser, donner envie aux collaborateurs pour travailler, pour donner de leur mieux, pour réaliser les objectifs, pour atteindre les objectifs fixés. Donc, c'est en fait, c'est la direction. Donc, chacun a son style de direction et en fait, vous connaissez le terme leadership. Oui, madame. Donc, parfois, on apprend à comment devenir un leadership, un bon leadership. Bon leadership. Comment devenir un bon leader, d'accord. Donc, parfois, on a cette capacité de bien diriger les équipes de travail. Certaines personnes sont douées, ils ont les caractéristiques d'un bon leader. D'autres personnes doivent faire des efforts, doivent apprendre, doivent savoir comment motiver, comment pousser les gens à travailler, à atteindre les objectifs. Donc, ceci n'est pas toujours facile, puisqu'il y a souvent des problèmes entre les membres d'une équipe, les personnes qui travaillent ensemble. Il y a parfois des conflits qui naissent, des difficultés, des problèmes, des incompatibilités de personnalité ou de caractère, de niveau de spécialité, de degré de compétence, si on peut dire. Ce qui fait qu'il y a des tensions parfois, des conflits au sein d'une équipe. Et donc, c'est au gestionnaire, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la direction, s'occupe de la direction de cette équipe, c'est à lui de résoudre les problèmes, les conflits, pouvoir donner une bonne ambiance de travail, mettre en place une bonne ambiance pour que l'équipe soit toujours motivée et bien réaliser les objectifs. Les styles de direction ont été définis et on trouve donc différents styles de direction. Le style de direction, c'est quoi? C'est la manière d'exercer le pouvoir. Donc, chaque directeur ou gestionnaire, quand il va faire travailler ou diriger une entreprise, il a sa manière d'exercer son pouvoir et d'établir des relations avec ses subordonnés, ça veut dire les personnes qui sont sous sa direction, ses subordonnés. Donc, le style de direction, il est lié à nombreux facteurs, tels que la personnalité, les caractéristiques du dirigeant lui-même,
comment il est. Est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a les caractéristiques d'un bon leader? Est-ce que c'est une personne influente, convaincante, qui sait comment persuader, comment convaincre? Est-ce que c'est une personne à l'écoute, qui sait comment motiver? Donc, chaque personne, elle a une personnalité, des caractéristiques. Aussi, ça dépend aussi, le style de direction dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce que je vais diriger 5 personnes ou bien je vais diriger 1000 personnes? Donc, la taille de l'entreprise, l'effectif qui travaille dans l'entreprise, donc le style de direction va varier en fonction de l'effectif aussi qui travaille dans l'entreprise. La propriété de l'entreprise, est-ce que c'est une entreprise publique ou privée? L'environnement de l'entreprise, est-ce que c'est un environnement favorable à la pérennité de notre entreprise? Est-ce que favorable à l'expansion de notre entreprise? Est-ce qu'il est favorable à la réalisation des objectifs de notre entreprise? Ou bien c'est un environnement qui présente une menace, pression sur cette entreprise? Donc tout ça, c'est pris en compte pour choisir le style de direction. Donc, mais il y a des styles de direction qui ont été définis d'après Rensis Likert. C'est un chercheur qui a défini 4 styles de commandement. Il a parlé de 4 styles de commandement. Donc, on peut trouver un de ces styles dans une entreprise, alors qu'une autre entreprise qui fait la même activité pratique un autre style de commandement, de direction. Il y a ce qu'on appelle le style autoritaire. Vous m'écoutez? Jusque-là, ça va? Vous suivez? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, le style autoritaire, c'est quoi? L'autorité du dirigeant est fondée sur la crainte. La crainte, ça veut dire la peur. Et le respect des ordres reçus. Donc, le dirigeant, il est là pour donner des ordres. Le dirigeant prend seul les décisions. Donc, il prend les décisions, il donne des ordres pour appliquer ces décisions. Il ne laisse aucune initiative à ses subordonnés. Il utilise les menaces et les sanctions. Donc, personne qui va diriger une équipe de travail, elle peut avoir le style autoritaire, c'est-à-dire elle ne fait pas participer les subordonnés dans la prise de décision et elle veille à ce que les décisions soient appliquées en donnant des ordres et si elles ne sont pas appliquées, il y aura des menaces et des sanctions. Le deuxième style, c'est le style paternaliste. Alors, dans le style paternaliste, c'est par rapport au mot parent, paternel, le terme paternel, c'est-à-dire pour désigner le père. Alors, le dirigeant dispose d'une autorité incontestée, ça veut dire qu'il a toute l'autorité. Il prend autoritairement les décisions. Donc, c'est lui qui prend les décisions. Il ne consulte pas les subordonnés. Il utilise un système de récompense et de sanctions pour la motivation. Donc, si vous travaillez, vous réalisez les objectifs, vous serez récompensé. Mais il y a aussi les sanctions au cas où il y a des défaillances par rapport à la escomptée. Le bien-être des salariés est pris en compte. Donc ça, c'est par rapport au style autoritaire, purement autoritaire. Il y a les motivations par la récompense et il y a le bien-être des salariés qui est pris en compte. Mais ça reste autoritaire. Les deux autres styles, c'est le style consultatif et le style participatif. Le style consultatif, donc le dirigeant entretient des rapports de confiance avec ses subordonnés qui sont consultés. Donc il a confiance dans les personnes qui travaillent avec lui, donc il consulte les personnes pour prendre des décisions finales. Le dirigeant encourage le travail en équipe
et utilise des récompenses comme système de motivation. Donc, il motive par la récompense plutôt que par la sanction. Le style participatif, il s'agit ici de permettre aux salariés de participer réellement à la gestion de l'entreprise. La prise de certaines décisions est décentralisée. Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de consulter pour la prise de décision finale, mais les décisions sont prises par ces personnes, par ces équipes. Ils prennent la décision de façon autonome. Et la motivation des salariés est basée sur la participation, sur l'intéressement aux résultats. Ça veut dire que tu fais partie de l'entreprise et tu es impliqué dans notre entreprise et l'objectif de l'entreprise devient ton propre objectif. D'accord? Et le résultat, et dans le résultat de l'entreprise, il y aura, si l'entreprise, par exemple, elle réussit, une partie du bénéfice va revenir aux salariés. La réussite et l'augmentation, par exemple, des bénéfices peut avoir une implication et un impact sur les ressources des personnes qui travaillent dans la réalisation de cet objectif. Donc, basé sur la participation et sur l'intéressement aux résultats. Voilà, ce sont les styles de direction connus. On va passer à la quatrième et la dernière fonction qui est le contrôle. Ça va jusque-là, vous suivez? Oui, c'est bon. Ben, d'accord, on va terminer avec le contrôle. Comme on a dit, le contrôle est important. C'est la dernière fonction de gestion. C'est le processus par lequel les gestionnaires examinent la situation et s'assurent que les résultats obtenus sont conformes au but fixé. Ça veut dire, une fois les objectifs fixés, il faut contrôler la réalisation de ces objectifs. Il faut savoir est-ce que le travail et les actions qui ont été menées ont abouti à la réalisation des objectifs, oui ou non. Également, cette étape permet aux gestionnaires d'apporter aux besoins des changements et corrections nécessaires. Donc, s'il y a des écarts, il faut apporter les corrections nécessaires pour réorienter l'entreprise vers ses objectifs et les buts qui n'ont pas été accomplis. Il ne faut pas attendre à la fin pour voir si l'objectif est réalisé ou pas. Il faut que les objectifs et le travail soient contrôlés de façon à ce qu'on s'assure de façon continue du degré de réalisation. Le contrôle comporte les activités suivantes. Donc, dans le contrôle, on peut trouver ces activités-là. D'abord, la détermination. Les normes sont les outils indispensables pour vérifier si les activités entreprises permettent d'atteindre les objectifs fixés. Donc, pour vérifier si les actions ont permis d'atteindre les objectifs, il faut qu'il y ait des normes. Des normes de mesure. Pour mesurer, ça veut dire en dessous de ces normes, on peut constater que ce n'est pas suffisant. Il faut respecter les normes prédéfinies pour savoir si le travail accompli a permis d'avoir un résultat escompté, oui ou non. Mesurer les résultats aussi. La mesure des résultats réalisés peut prendre plusieurs formes, allant de la simple observation, donc on peut observer le résultat, le travail accompli, comme on peut faire une analyse très poussée pour mesurer les résultats. Donc les résultats peuvent être mesurés, si elles sont quantifiables, c'est plus simple donc de parler en termes de quantité. Si par exemple le résultat il peut être mesuré par donc en termes monétaires, monétaires, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, donc les résultats, combien ils ont vendu, pour voir s'il y a des écarts entre l'objectif et la réalisation. Donc, la mesure des résultats peut se faire de façon par l'observation, que ce soit ou par une analyse très poussée. La mesure des écarts et leur analyse. Donc, une fois on mesure le résultat, il faut comparer entre l'objectif fixé et le résultat. Si l'objectif fixé
et dépasse les réalisations, ça veut dire qu'il y a un écart. Cet écart, il faut le mesurer, il faut analyser pourquoi les causes de cet écart, pourquoi cet écart est arrivé. Les mesures correctives sont les mesures qui peuvent prendre les formes suivantes, correctives, c'est-à-dire correction de l'écart. On peut donc prendre des mesures correctives suivantes. Modifier l'activité, donc changer l'activité. Modifier les normes qui ne sont pas réalistes. Si les normes fixées ne sont pas réalistes, on ne pourra pas les atteindre. Réévaluer les autres fonctions du processus de gestion. Il s'agit donc de réviser les plans, de refaire l'organisation ou changer le style de direction. Donc, une fois dans le contrôle, il faut savoir quelle est la raison et essayer de corriger cette anomalie en allant vers, par exemple, la planification, l'organisation, la direction, si ils sont analysés comme cause de l'anomalie et qui, eux, c'est-à-dire la raison de cet écart entre les objectifs et la réalisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comment? الدياجرام اللي الفوق متاع الهيرارشي. L'organigramme. أي مدام. نرجع l'organigramme. Alors, qu'est-ce qu'il a l'organigramme? Juste, vous voulez le voir ou bien que je réexplique? مدام تاش تعاود تفسره لنا عايشة. D'accord. Alors, pour expliquer, que je revienne un peu à la structure organisationnelle dans le diapo précédent. Alors, on a parlé, pour désigner, pour expliquer l'organisation, on a parlé de ce qui est structure organisationnelle. On a dit, elle définit la division interne du travail, c'est-à-dire comment le travail est partagé au sein de l'entreprise entre les différentes équipes de travail. Donc, l'organigramme, c'est une récapitulation visuelle. Ça veut dire il fait une récapitulation, un résumé des niveaux hiérarchiques et des fonctions de l'entreprise. Par exemple, dans ce type d'entreprise, ils ont 3 fonctions: commerciales, techniques et administratives. Donc ça, c'est un exemple. On peut trouver des organigrammes par fonction, des organigrammes par zone géographique, des organigrammes sous la forme matricielle, donc différents types d'organigrammes. Mais on a dit que chaque entreprise, elle définit l'organigramme de façon adaptée à sa façon de partager le travail en équipe au sein de la même entreprise, selon ses objectifs, selon l'effectif, selon l'activité. D'accord? Donc ici, par exemple, on a la direction générale au sommet, direction commerciale, et bien sûr des équipes de vente suisse, vente export, direction technique pour études et fabrication, direction administrative pour achat et personnel. C'est juste un exemple d'organigramme. Et chaque entreprise, quand elle présente cet organigramme, on peut savoir qui s'occupe de tel ou tel. Donc, elle définit les fonctions, elle définit les relations entre les différentes équipes de travail. Merci, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? مادام معناها با فورسيمون الاورغانيغرام هذا يكون نفسه عند لي زونتربريز، معناها ينجم يكون فما حاجات في الاورغانيغرام هذا ماهوش موجودين في اورغانيغرام تاع انتربريز اخرى. En effet, exactement.
Donc ça, c'est juste un exemple que j'ai trouvé afin de visualiser ce que c'est qu'un organigramme, cette notion d'organigramme. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Chaque entreprise, elle dispose de son propre organigramme parce qu'elle fait l'organisation du travail selon ses ressources et selon son activité, selon les fonctions qui existent de cette entreprise. D'accord? La prochaine fois, on va faire... en fait, j'ai 2 TD. Il nous reste, c'est ça, avant l'examen ou bien avant le DS? Mais c'est le 4 semaines avant les DS, madame. Ah, 4 semaines avant le قرينا DS. في Donc, دو العطلة. سيمين قراية مدام، دو سيمين قرينا في قراية ودو العطلة يا سيمين صاحبي. فاكونس. 2 semaines قراية, 2 semaines vacances. Alors, on aura le temps de... Donc, 2 séances. Une séance مازال كل TD, une سيونس séance تدريب cours. مدام عمر كان زين ولا؟ Donc, la semaine prochaine, je vais amener le TD. La وأنت semaine d'après. مثل ما بار كان زين ما نقروش تدي واللي بعدها عطلة. Cours. J'ai TD, n'est-ce pas? Les barres, cours. واللي بعدها كور. D'accord. Donc, il nous reste une séance de TD, une séance de cours. أيوة هكذا. Ben, pour le TD, un dit TD sur la planification ou l'analyse SWOT, un dit TD sur la gestion de l'entreprise, de façon générale. Ben, on va voir si on pourra faire TD gestion. On va commencer par TD gestion et si on aura le temps, on fera la planification, l'analyse SWOT rapidement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non madame ça va. جوست tout مادام est نكمل clair. الفيرسيون فينال وهبطنا باش نشوفوا امورنا شنو ناقص زي هكاك السيونس قبل اخر سيونس ما نسال شويه اسئله. Écoutez, mon chapitre 1, il est prêt maintenant. Je peux vous l'envoyer. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie ici dans la rubrique conversation? Je peux le faire. Je vais vous tout de suite dans la rubrique conversation et je vous prie de suivre avec moi et c'est pas la peine de vous procurer, chercher les chapitres ailleurs. Je vous envoie les chapitres au fur et à mesure. C'est pas la peine de les chercher ailleurs. D'accord? D'accord. Je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer le chapitre. Très bien. Ok, allez. Au revoir tout le monde. Au revoir madame. Merci madame. Au revoir. Au revoir.